merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois pour votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Nous sommes le lundi et le lundi, vous le savez, il y a les chroniques du lundi. D'ailleurs, on commencera dans un tout petit moment avec la chronique Votre Santé. Comme chaque lundi, Hassan Chemèche aujourd'hui reçoit un invité et pas des moindres, puisque nous parlerons dans un instant de la chirurgie orthopédique. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Eh bien, la réponse dans un tout petit moment avec Hassan Chemèche qui vous présentera son invité qui lui a accordé du temps et donc il nous a accordé du temps pour vous accorder du temps et surtout pour vous répondre peut-être à des questions que vous vous posez. En tout cas, il va falloir vraiment écouter tout ce qu'il dira puisqu'on a vraiment le privilège de le recevoir aujourd'hui dans l'émission. Juste après, nous parlerons de cinéma. Une bonne nouvelle pour le cinéma algérien puisque la réalisatrice Hajar Sabata a obtenu le prix lors du festival Vue d'Afrique qui s'est déroulé donc à Montréal et elle a eu donc le premier prix. Elle vient tout juste de rentrer de Montréal, donc elle viendra pour nous parler donc de cette belle expérience, de ce beau prix. On est content pour le cinéma algérien, surtout qu'il récompense un film ô combien important puisqu'il s'agit de son film Tayara Safra qui parle bien sûr de l'histoire de l'Algérie, d'une partie de l'histoire de l'Algérie bien évidemment. On parlera de sport également avec cette femme que je respecte beaucoup. Alors elle aussi elle est médecin. Mais elle est marathonienne. En fait, elle n'est pas que marathonienne. Elle fait plein d'activités sportives. Elle est toujours là à venir faire la promotion du sport et son rapport direct avec la santé. Elle nous parlera d'événements très importants auxquels vous pourrez participer. Il y en a deux, je pense. En tout cas, on reviendra sur le premier qui se déroulera justement le 1er mai lors de la fête des travailleurs. Il s'agit de l'aquathon qui va se passer donc aux Sablettes ici à Alger, puis d'un deuxième événement sportif sur lequel nous nous étalerons tout à l'heure en sa compagnie. Et puis nous recevrons notre chroniqueuse Ledmi Ambark dans l'œil du psy. Aujourd'hui, elle s'intéresse à l'éducation et aux problèmes de l'éducation scolaire. On en parlera tout à l'heure avec elle. Voilà, le programme est donné. Alors là, je m'adresse à la script. Je suis obligée parce qu'on avait convenu d'une chose. Je ne sais pas si on reste sur cette lancée ou pas. Elle va me le dire tout de suite. Ça se passe comme ça en direct. Oui, on reste sur cette lancée. Actualité oblige. Messieurs, je vais tout de suite vous dire bonjour. Mais laissez-moi juste le temps de marquer cet événement parce que vous le savez, et si vous ne le savez pas, l'icône de la musique Tergui et Touareg, Lella Badi, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 88 ans à l'hôpital de Tizi Ouzou. C'est vraiment, quand je dis icône, parce que elle nous a tous bercés quand on était petits jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est une ambassadrice, véritable ambassadrice de la musique Tergui, Touareg. Elle a côtoyé les plus grands. Elle a vu la naissance, par exemple, du groupe Tinariwen qu'elle a beaucoup encouragé. Et on va lui rendre hommage en écoutant ce petit extrait, bien sûr, de Bedi Lella. Voilà, Allah yarhamha. J'en suis émue parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. Et je peux vous dire que c'était vraiment une très, très grande dame. On écoute. واللي غنى ولا لقش ورا الصوفة طريق من السيل يهض ودغى يغطى سمجيد تقدر فلي تكما تمشي دغو جرنتا وانت سنجيد نكسانغا واهين فن يا سيدوسا جيت للينكم ترزا تمزق تبقى دوت لنا مدواسا ما فرمي مولسن Voilà donc un petit extrait de Bedi Lella, Allah yarhamha, je le rappelle.
cette ambassadrice donc de la musique touareg, du blues du désert, mais également de la musique tindi, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Allah yarhamha. C'est un véritable patrimoine de la musique algérienne et on lui rendra hommage comme il se doit. Je vous le garantis, je vous le promets, prochainement avec des invités qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, qui ont travaillé avec elle. Mais on se devait de commencer donc cette émission en lui rendant hommage pour tout le bien qu'elle nous a apporté en matière donc de culture touareg, mais également de musique. Voilà. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tout de suite, nous commençons donc notre émission avec la chronique Votre Santé que vous présente chaque lundi Hassan Chemej qui est bien accompagné aujourd'hui. Bonjour Hassan. Lilia, bonjour. Ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Très élégant, hein, vous ainsi que votre invité. Merci, merci beaucoup. Que vous allez nous présenter, bien évidemment. Vous aussi. Alors, avant de nous le présenter, parce que allez-y, présentez-le, puis ensuite je vous poserai une question qui est en rapport. Alors, c'est le docteur Ahmed Zemouri. Il est chirurgien orthopédiste. Il est président de la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Bienvenue à vous, docteur. Merci à vous. Et la première question, c'est pourquoi avoir choisi ce sujet de la chirurgie orthopédique, Hassan? Pourquoi la chirurgie orthopédique? Alors, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'accidents de la route. C'est une spécialité qui est très sollicitée. Il y a beaucoup d'accidents domestiques. Et il faut le dire aujourd'hui, l'Algérie donne beaucoup d'importance au sport, différentes spécialités. On le dira avec fierté, nous sommes une nation de foot. Ah oui. Donc, pas que, hein, mais foot. Oui, beaucoup plus. Donc, surtout, pourquoi aujourd'hui on parle, donc il y a beaucoup d'accidents. Et il faut le dire, c'est une spécialité qui se développe très bien dans notre pays. Pour en parler, donc, nous avons le docteur Ahmed Zemouri, qui est spécialiste, c'est le spécialiste du genou en Algérie. Il fait beaucoup le genou, mais il fait autre chose. Oui. Alors, docteur Ahmed Zemouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Docteur Ahmed Zemouri, je dirais que la chirurgie orthopédique est une spécialité très sollicitée aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une spécialité qui, disons, répare beaucoup d'aléas de la vie sociétale et beaucoup d'aléas quotidiens. Et en l'occurrence, comme vous voulez le dire, les accidents. Notamment donc les accidents sportifs. Effectivement, nous avons de plus en plus de sportifs de loisirs et de sportifs de compétition. Évidemment, cela engendre automatiquement donc des accidents ou de la traumatologie sportive. Donc il faut prendre en charge ces sportifs, que ce soit donc l'élite sportive ou le sportif du dimanche. L'élite sportive, c'est généralement, ils ont des problèmes en fait au niveau du genou. Effectivement, le genou, vous savez, c'est l'articulation intermédiaire entre la hanche et la cheville. Et donc c'est une articulation qui mécaniquement est beaucoup sollicitée. De plus, sa conformation osseuse fait que le rôle des ligaments dans la stabilité de cette articulation est prépondérant, d'où l'importance des lésions tendineuses au niveau du genou. Hassan, vous n'entendez pas beaucoup parler, ou peut-être vous n'avez jamais entendu parler de lésions tendineuses au niveau de la hanche. Rarement au niveau de la cheville, même ça existe, mais beaucoup plus au niveau du genou parce qu'il y a un rôle très prépondérant de ces ligaments, d'où l'importance des lésions ligamentaires comme celle du croisé antérieur qui est très très fréquente, notamment chez nous. Moi j'ai une toute petite question, peut-être que les téléspectateurs se la posent, parce que moi je ne suis pas une spécialiste comme Hassan Chemej en matière de santé, mais je me pose la question, est-ce que finalement notre corps ou tout le haut du corps se repose sur les genoux? Il repose en fait sur les hanches, sur les genoux et sur la cheville. La cheville est aussi très très sollicitée. Il y a aussi une fréquence d'accident qui est assez importante parce qu'elle est à l'extrémité du corps. Donc la sollicitation est assez importante. Mais le genou, comme c'est une articulation intermédiaire, son rôle est encore plus prépondérant parce que vous avez deux grosses articulations, notamment celle de la hanche. D'accord, très bien. Il y a aussi, docteur Ahmed Zemouri, l'arthrose du genou. Oui, évidemment, l'arthrose du genou. Alors, l'arthrose du genou, ce sont deux volets. Elle peut être liée à ces traumatismes dont on parle. Vous avez quelqu'un qui fait une fracture du plateau tibial, c'est-à-dire de l'articulation du genou du côté du tibia ou du côté du fémur. Si le traitement ne se fait pas comme il se doit, ou si le patient ne se traite pas, là, vous allez avoir donc des lésions cartilagineuses qui fatalement vont évoluer vers l'arthrose. Et vous avez cette arthrose, je dirais, physiologique, si je puis m'exprimer comme ça, parce que c'est une arthrose qui évolue avec l'âge. Et fatalement, à partir de 70 ans, 75 ans, c'est un peu la rançon de l'âge, on finit par dégrader son cartilage et aboutir à des problèmes, effectivement, d'arthrose.
on arrive à prendre en charge toutes ces lésions, docteur? Alors oui, alors d'un point de vue compétence, nous avons, alhamdoulilah, assez de chirurgiens à travers notre belle Algérie qui s'occupent de toutes ces pathologies. Après, si on revient au problème de l'arthrose, vous savez, dans une arthrose chez le sujet âgé, il faut mettre en place des articulations artificielles. Donc si c'est un problème d'arthrose au niveau de la hanche, ça sera une prothèse de hanche. Si c'est au genou, ça sera une prothèse donc du genou. Et la demande est tellement importante qu'il nous arrive parfois d'avoir comme ça des délais d'attente en raison du manque de prothèses. Donc on peut avoir ça. Et les malades, évidemment, quand ils sont en attente, c'est pas agréable pour eux parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de douleurs, qui ont un périmètre de marche limité et qui sont très gênés dans les mouvements quotidiens, comme par exemple aller aux toilettes. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a des problèmes pour aller aux toilettes ou pour faire sa toilette, se doucher, c'est quand même, je pense... Est-ce que leur état de santé peut se dégrader? Quand je dis leur état de santé, est-ce qu'il y a un rapport avec... D'abord psychologique. Si vous avez quelqu'un qui était très dynamique, qui avait une activité assez importante, qu'elle soit sportive, vous avez quelqu'un qui a sa petite habitude d'aller marcher au niveau de la sablette, par exemple, on parlait de la sablette tout à l'heure, et qui ne peut plus faire ça, c'est quand même problématique d'un point de vue psychologique. En plus de l'élite sportive que vous prenez en charge, Dr Ahmed Zmouri, il y a aujourd'hui les personnes âgées qui deviennent de plus en plus fragiles. Donc vous recevez, j'imagine, des personnes puisqu'elles sont fragiles, donc il y a des chutes, des personnes quand ils partent faire la prière ou partent aux toilettes. Donc il y a des lésions, elles sont fréquentes. Oui, c'est notamment les accidents domestiques. Vous avez donc le grand-père qui se réveille le soir pour aller faire pipi, par exemple, et puis qui tombe dans sa salle de bain ou dans sa toilette. Et c'est très souvent cette fameuse fracture du col du fémur que vous connaissez tous et que nos téléspectateurs connaissent. Et là, c'est une urgence traumatologique parce qu'il faut remettre sur pied ces sujets âgés rapidement. Sinon, on peut mourir des conséquences liées à l'immobilisme du patient. Ce n'est pas la fracture elle-même qui va donc tuer donc, ce patient ou qui va mettre en péril son pronostic vital, mais c'est plutôt les conséquences, le fait que le patient soit alité, c'est très mauvais pour un sujet âgé. Il peut avoir des infections urinaires, des infections pleuropulmonaires qui vont donc l'emporter. Et c'est pour ça qu'il faut les opérer au plus vite. Et là encore, on revient à cette fameuse prothèse de hanche, parce que dans les fractures du col, évidemment, c'est la prothèse de tendon de hanche qui sauve le patient. Alors, j'aimerais juste poser une question, puisque j'allais vous poser une question par rapport à ça, le col du fémur, parce qu'on en parle souvent dans nos émissions de sensibilisation. Vous, en tant que médecin spécialiste, quel est le message que vous aimeriez faire passer à l'entourage de ces personnes âgées? Parce que j'aimerais que vous vous adressiez à la face caméra. Peut-être qu'il y a des gens qui vous regardent, qui ont un père ou une maman âgée. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces personnes? Comment prendre soin de ces personnes âgées, justement, qu'on a à la maison? Alors, en premier lieu, il faut toujours essayer de faire sortir ses parents parce qu'il faut qu'ils aient un minimum d'activité physique. Avoir donc un entretien musculaire est très important parce que ça protège l'os et notamment les articulations et ça protège les personnes âgées des chutes. Le deuxième aspect, surtout chez la femme qui fait une ostéoporose post-ménopausique, il faut qu'il y ait un suivi chez donc une gynécologue ou chez donc un ou une gynécologue, et puis chez donc un spécialiste en rhumatologie, afin de pouvoir faire l'étude de la densité osseuse. Parce que si vous avez donc une ostéoporose et donc une fragilité osseuse, il est évident qu'une chute ne peut qu'aboutir donc à une fracture. Et enfin, en dernier lieu, il faut essayer d'aménager un peu on va dire les lieux dans lesquels vivent donc ces personnes âgées, éviter trop d'escaliers, éviter qu'il y ait une flaque d'eau dans une salle de bain, auquel cas la personne se réveille le soir, par exemple, et puis la personne fait une chute. Ou un obstacle, ou un obstacle par terre. Donc c'est surtout ça qu'il faut surtout faire attention à ces choses-là, je Très pense. Bien. Très bien. Docteur Ahmed Zmouri, on a parlé d'élite sportive, des accidents domestiques. Parlons des accidents de la route qui deviennent de plus en plus fréquents. Les victimes d'accidents de la route qui vous sollicitent. Alors ça, c'est surtout l'apanage des hôpitaux et des centres hospitalo-universitaires. Moi, je suis dans le cadre de la profession libérale. Il est vrai qu'on n'en reçoit pas beaucoup.
Il nous arrive d'en recevoir, mais évidemment pas autant qu'un service d'urgence au niveau d'un hôpital comme celui de Mustapha. Mais vous y avez travaillé dans l'hôpital. Oui, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans au niveau des hôpitaux. Et effectivement, la fracture qui est secondaire à un accident de circulation nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Et c'est ce qui rend difficile d'ailleurs la prise en charge de ces patients. Vous avez un patient qui conduit et donc qui fait un accident. Certes, il a des fractures, mais à côté de ça, il peut faire un traumatisme cérébral, il peut faire donc une rupture de rate, et le pronostic à ce moment-là vital est mis en jeu. Donc c'est des prises en charge qui doivent se faire déjà sur le lieu de l'accident. Donc le transport, par exemple, doit être médicalisé. Les personnes qui doivent transporter ces blessés doivent être entraînées à comment transporter, comment déplacer, par exemple un fracturé de la colonne vertébrale, afin de ne pas compliquer des lésions préexistantes, notamment neurologiques. Souvent d'ailleurs pour les fractures du rachis, souvent les troubles neurologiques sont liés au mauvais transport du patient. C'est vrai que maintenant vous avez le SAMU et beaucoup de gens au niveau de la protection civile, alhamdoulilah, qui sont rodés à ce chose, donc à la manière avec laquelle il faut transporter donc ces blessés. Mais la grande difficulté, sincèrement, reste la prise en charge pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait beaucoup de spécialités qui interviennent, et l'orthopédiste intervient en dernier. Ah bon, oui. Contrairement à ce qu'on pense. Non, il intervient en dernier parce que si vous avez un trauma thoracique, ça c'est le pronostic vital. Si vous avez un trauma au niveau du cerveau, c'est le neurochirurgien qui intervient d'abord. Et donc nous on intervient évidemment, quand je dis en dernier, c'est juste après. C'est juste après, c'est dans la minute qui suit l'acte du neurochirurgien ou du vasculaire. C'est-à-dire il y a des priorités. Exactement. Parce que la vie, le pronostic vital est mis en jeu. Donc on pense au cœur et à la tête. Effectivement. En général, en premier lieu. Très bien. Docteur Ahmed Zmouri, je rappelle que vous êtes président de la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Comment voyez-vous le développement de cette spécialité dans notre pays? Alors il faut dire d'abord qu'elle a eu un essor ces dernières années qui est assez important, parce que vous avez, c'est une spécialité qui est très liée au matériel. Et donc il y a un développement fantastique du matériel, notamment on parlait de prothèses tout à l'heure, de toute la chirurgie comme celle que je pratique avec de l'arthroscopie, vous savez, de toutes ces opérations qu'on fait sans ouvrir les articulations. Et c'est pratiquement maintenant, par exemple au niveau du genou, c'est pratiquement 70 à 80% de la chirurgie qui se fait sous arthroscopie. Et donc tout ce matériel évolue et nous devons nous évoluer avec. Quelle que soit notre ancienneté, notre expérience, il est très important et capital donc de suivre le temps, on va dire. Et c'est pour cette raison qu'au niveau, par exemple, de la Société algérienne de chirurgie orthopédique que je préside, nous attachons énormément d'importance à la formation donc, des jeunes. Nous nous attelons donc d'ailleurs à envoyer des jeunes orthopédistes et même des orthopédistes en formation, ce qu'on appelle résidents communément, à l'étranger, dans des services donc, de haut niveau, pour certaines pathologies bien précises. Est-ce que les étudiants, justement, optent pour cette spécialité? Alors, de moins en moins, parce que c'est une spécialité, on va dire, qui... Allez, on va dire, je ne veux pas être machiste ou macho, mais disons que c'est quand même une spécialité qui physiquement est assez éreintante et fatigante. Mais après, on peut choisir des spécialités. Vous savez, vous avez des spécialités où vous pouvez opérer assis, par exemple, si vous faites de la chirurgie du pied ou de la chirurgie de la main, vous opérez assis. Et je me rappelle de mon prof, le professeur Boudjma, qui m'avait dit quand j'étais résident à Dvira, écoute, pourquoi tu ne fais pas du pied? Et à l'époque, moi, ça m'avait un peu vexé, parce que je me suis dit, mon prof fait du genou et je veux faire du genou, et pourquoi il me dit fais du pied? Et donc, des années plus tard, il m'a dit alors, j'ai dit, vous aviez raison, parce que j'aurais pu faire mon métier en étant assis, parce qu'en étant debout quand même pendant 8 heures, ça donne aussi, c'est éprouvant, ça donne des soucis. Puisque c'est une spécialité qui se développe très bien, au sein de la Société algérienne de chirurgie orthopédique, traumatologique, vous avez créé des groupes. C'est des sous-spécialités. Nous avons des spécialistes, des orthopédistes qui s'occupent du pied, d'autres du genou et beaucoup de l'épaule. Effectivement, oui, nous avons 7 groupes de spécialités. Si on veut arriver à l'excellence, il faut
se surspécialiser. Moi, dans mon domaine, il y a certaines pathologies que je ne fais pas, parce que j'estime qu'il y a des collègues qui les affectionnent beaucoup plus parce qu'ils ne font que ça. Et donc, quand Hassan parlait du genou, c'est vrai que 80% de mon activité donc, touche l'articulation du genou. Et vous avez cette groupe de spécialités, comme celui par exemple du pied, que préside le professeur Djerbal, ou celle du membre supérieur que préside le professeur Chérifi. Et là, vous avez deux profs qui sont femmes, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà. Et les deux sont chefs de service, l'une à Boumardès et le professeur Chérifi, donc à l'hôpital de Duira. Vous avez aussi le groupe de spécialité du rachis, donc de la colonne vertébrale, présidé par le docteur Ben Chennouf. Et vous avez aussi le groupe donc, de la chirurgie de la hanche et du genou. Oui. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à mon ami et confrère, donc le professeur Ben Defla, qui était président de ce groupe, qui vient d'être donc ravi aussi. Hein. C'est quand même un chirurgien à qui je veux rendre hommage parce qu'il était très compétent, il était près de ses patients. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup nous mettre donc, au sein de notre société et même donc, au sein de l'orthopédie algérienne. Je rappelle qu'il travaillait au niveau de l'hôpital de Ben Aknoun. Au CHU donc, de Ben Aknoun, et c'était donc quelqu'un qui comptait beaucoup aussi au sein donc, du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de Ben Aknoun. Donc, pour revenir donc, au groupe de spécialités, il est primordial et important que la formation actuelle, et nous sommes sur ça évidemment, aille vers la surspécialisation. Il faut arrêter le concept de l'orthopédiste qui touche à tout. Ça, si on commence à toucher à tout, on peut être que moyen. Donc il faut aller vers 2 ou 3 articulations et faire que ça. Inexorablement, vous finissez par avoir une certaine expertise au fil des années. Nous sommes aujourd'hui, Dr Ahmed Zmouri, à l'ère de l'intelligence artificielle. La médecine évolue, donc avec cette révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, la Société algérienne de chirurgie orthopédique travaille avec d'autres sociétés internationales pour justement actualiser ses connaissances? Alors, concernant l'intelligence artificielle, on débute dedans. Nous avons des partenaires d'ailleurs américains. Et ce sont donc des Américains d'origine algérienne que nous avons contactés, donc ils sont aussi Microsoft, et on n'est pas là pour faire de la publicité, chez d'autres boîtes, donc en tous les cas prestigieuses qui sont dans ce domaine-là. Et nous allons d'ailleurs cette année au sein de la société créer encore la société donc, algérienne d'intelligence artificielle liée donc, à la chirurgie orthopédique, car cette intelligence artificielle peut nous faciliter grandement notre travail, surtout dans tout ce qui est planning préopératoire. Vous avez par exemple certaines fractures qui sont assez difficiles à imaginer dans les 3 espaces ou dans les 3 plans de l'espace. Ce n'est pas toujours évident, notamment au niveau du bassin, au niveau de certaines fractures du pied. Et l'intelligence artificielle peut nous aider parce qu'elle peut vous montrer précisément comment donc cette fracture est faite, conçue. Elle peut vous dire quel matériel vous pouvez mettre et elle peut vous modéliser tout cela. Nous avons déjà commencé, d'ailleurs dans le groupe du genou et de la hanche, grâce à une équipe donc, du CHU de Ben Aknoun, à modéliser certains aspects de certaines pathologies, on va dire. Et cela, effectivement, nous facilite grandement le travail. Nous y travaillons, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi le docteur Hamza Loussif qui a déjà initié donc, un travail avec l'intelligence artificielle. Effectivement, le docteur Hamza Loussif a initié donc un masque et lui pourra vous expliquer très bien cela. Voilà, quand vous l'inviterez, n'est-ce pas? Vous l'inviterez. Oui, bien sûr. Ben, j'espère bien. Prochainement. Prochainement, très bien. Allez-y, Hassan, vous avez encore d'autres questions? Oui, docteur Ahmed Zmouri, puisque c'est une spécialité, on disait, qui se développe rapidement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que en fait, la relève est assurée dans notre pays? Oui, alhamdoulilah. D'ailleurs, nous y travaillons. Au sein de la SACOT, moi, je viens de faire un mandat. Et puis, bon, mes collègues, donc, de par le travail que nous avons accompli avec l'ancien bureau, donc, ont renouvelé leur confiance pratiquement au même bureau et au même président que je suis. Et je peux vous dire que nous travaillons pour que
la prochaine équipe fasse partie donc des gens qui sont déjà dans le bureau et que la jeunesse puisse prendre un peu le relais. Et nous sommes un peu vraiment dans la pratique puisque vous avez la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologie qui nous avons créée l'an dernier, donc en 2024, la Société de chirurgie orthopédique et traumatologique junior, la SACOT junior, qui elle ne regroupe que les résidents, donc ceux chirurgiens qui sont en formation, et les chirurgiens de moins de 35 ans. Ah, donc c'est bien organisé, c'est bien structuré. Ils font leur propre congrès, ils participent à des manifestations internationales, donc ça les aide beaucoup dans leur développement intellectuel et aussi ça élève leur niveau professionnel. Très bien. Est-ce que la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique travaille avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur? Alors, avec le ministère de la Santé, effectivement, nous avons des liens. Nous travaillons sur certains projets de coopération avec certaines nations étrangères. Et ces projets sont d'ailleurs sont concrets et concrétisés. Mais sincèrement, nous aimerions un peu plus. Nous aimerions que certaines sociétés, je ne parle pas que de la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, mais de certaines sociétés, la nôtre en tous les cas existe depuis 40 ans, c'est la société mère des chirurgiens orthopédistes nationaux, être réellement et véritablement l'interface avec le ministère de la Santé, car nous connaissons les problèmes. Nous connaissons les problèmes et nous pouvons entrevoir les solutions. Et je pense que c'est très important parce que nous sommes un peu dans la pratique quotidienne, nous sommes sur le terrain. Donc c'est très important et sincèrement je lance d'ailleurs un message à travers votre émission pour que les autorités compétentes fassent appel à des sociétés savantes comme la SACOT évidemment, afin qu'on puisse un peu établir et afin qu'on puisse un peu être, je dirais, l'interface et gérer au mieux les problèmes et gérer au mieux les futurs projets de la médecine en Algérie. Pour clôturer, Dr Ahmed Zmouri, j'aimerais qu'on clôture avec un message à la population. Il y a énormément de victimes d'accidents de la route dans notre société. Adressez-vous à la population. Vous êtes médecin, chirurgien, orthopédiste. Et vous en avez vu des cas? Oui, on en a vu des cas et des cas où il y a eu des drames donc dans des familles, vous avez des jeunes de 18, de 19 ans à la fleur de l'âge, donc ils disparaissent ou qui deviennent handicapés à vie. J'ai le souvenir d'un patient qui avait fait un acte, qui était handballeur et handballeur avec athlète d'élite. Il était en équipe nationale, il avait 20 ans et donc il avait fait un accident de la circulation qui a fini avec une amputation du membre et je peux vous dire que la vie a changé pour lui et pour toute sa famille. Alors, les jeunes, et puis même les moins jeunes, roulez doucement, roulez doucement, roulez doucement. Docteur Ahmed Zmouri, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Peut-être une petite question rapidement à la fin. Moi, je suis curieuse par rapport à l'élite sportive, aux sportifs que vous avez soignés, que vous avez traités. Est-ce qu'ils vont tous bien? Vous avez réussi à tous les remettre sur pied? Non, en règle générale, on les remet sur pied. Sincèrement, vous avez plein de joueurs que nous avons opérés qui sont actuellement dans le championnat national et même en équipe nationale. Et on reçoit même des joueurs étrangers, du Rwanda, de l'Arabie Saoudite, un peu du Sahel, de Mauritanie, du Soudan. C'est dire la réputation que vous avez. Oui, on fait ça depuis quand même 2001. Nous avons initié certaines techniques depuis 2001 à l'hôpital de Bab el-Oued. Donc on a quand même assez de recul, mais la plupart des sportifs se portent très bien. Ils vont bien. Alhamdoulilah. Je vous laisse terminer, Hassan. Merci beaucoup, Dr Ahmed Zmouri. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Lilia, merci. On se retrouve lundi, même heure, même station. Très bien. Avec une autre thématique. Il le dit avec le sourire. Il est content quand il a des invités comme ça. Il se sent dans son élément. Je t'ai dit, tu aurais dû être médecin. Je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas choisi. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est vrai, c'est pas trop tard. Ah oui. Très bien. Merci en tout cas, docteur, d'avoir été avec nous, Zmouri. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez, tant qu'il s'agit bien sûr de parler de bonnes nouvelles et surtout de faire de la sensibilisation. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Merci à vous aussi. On doit vous le dire, certainement. Bravo, on vous le dit tout le temps. Mais on vous le dit en direct sur Canal Algérie. Merci, Hassan. Merci. À lundi prochain. Allez, tout de suite, puisqu'on parlait tout à l'heure de musique, on va rester dans ce style de musique tergui et blues, bien sûr, du désert avec le groupe Tinariwen. Il faut savoir que Badi Lalla a été celle qui a
je dirais pas découvert le groupe Tinariwen, mais celle qui les a vraiment lancés. Donc on lui rend doublement hommage à travers cette chanson donc, du groupe Tinariwen. Why can't you see you are a treasure? I've seen the world, I love you better. Oh, Tenerife, you are the treasure of my soul. غايت ما غارت مدام ستنري تقيم توسم غايت ما غارت مدام ستنري تقيم توسم يا لغي الله كيسا مقار يطكل انتو مسترتاي يا لغي الله كيسا مقار يطكل انتو مسترتاي Oh, Tenerife, oh, jealous desert, why can't you see you are a treasure? I've seen the world, I love you better. Oh, Tenerife, you are the treasure of my soul. Oh, my soul. Oh, my soul. You are the treasure of my soul. Chanson franchement de Tinariwen, c'est un groupe juste formidable et à travers ce groupe nous rendons encore une fois bien sûr hommage à Bedi Lalla, je le rappelle, qui nous a quitté aujourd'hui. Allah yarhamha, cette icône de la musique touareg et tindi et l'ambassadrice par excellence de ce style musical à travers le monde entier, parce qu'il faut savoir qu'elle a voyagé partout en donnant des concerts jusqu'aux États-Unis, au Japon, où elle a bien représenté la culture touareg. Allez, tout de suite nous allons parler de cinéma, et quelle bonne nouvelle pour le cinéma algérien. Alors on savait qu'elle était déterminée, mais pas à ce point-là, à rafler des prix. Et c'est du Hajar Sbata à 100%. Elle est avec nous aujourd'hui, elle nous vient tout droit donc du Canada, de Montréal, où elle a participé donc au festival prestigieux Vue d'Afrique, festival du cinéma, et elle a remporté bien sûr le prix. Elle est avec nous. Bonjour Hajar.
Bonjour Lilia, encore une fois ravie d'être avec toi sur le plateau Canal Algérie. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on sourit, hein, On sourit aujourd'hui. avec le prix, avec le film, Oui, avec oui. Cette bonne Oui, nouvelle pour le oui. cinéma algérien. Oui, j'en suis fière. Parce que tout à c'est fait. une bonne nouvelle pour toi, mais c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Bien sûr, je ne considère pas que c'est un exploit juste personnel, mais je suis tellement heureuse et fière, à chaque fois je le dis, comme j'ai pu exporter quand même une partie de notre histoire, de l'Algérie, et surtout je raconte la femme algérienne, donc je suis vraiment fière, et pour moi, pour le cinéma algérien et pour l'Algérie en fait. Alors, on rappelle bien sûr que le film dont il est question, c'est Tayara Sfara. Ouais. Première question, avant de parler du prix, avant de parler de l'ambiance, etc. Comment il a été vécu, comment il a été perçu par le public qui était présent? Alors, il faut savoir que ce jour-là, il y avait la projection de 4 ou 5 films algériens. Donc, il y avait le film de Marzaq Alouesh, première ligne, qui était passé pas ce jour-là, mais pendant le festival, il était aussi en compétition. Il y avait La Nuit de Abed de Anis Jaad, il y avait le film de Imen, donc Tesselloul. Il y avait des documentaires aussi algériens. Et donc, je pense que la salle déjà était archi comble. Il y avait beaucoup d'Algériens. La communauté, ils sont juste adorables, ils nous soutenaient à fond. On a une forte communauté hein, Oui, à Montréal. Oui, à Montréal. Il y avait des amis, beaucoup d'amis. Il y avait des amis qui m'ont vraiment fait la surprise. Je ne savais pas qu'ils étaient là-bas. Et puis, un public varié, étranger. Et donc, franchement, j'ai vu qu'ils étaient vraiment contents. J'ai vu des gens émus, ils pleuraient. Franchement, Ils ont été touchés par l'histoire. Ils ont été touchés, justement. Je pense que c'est la force du film. Un peu, c'est vrai que c'est raconté dans un contexte historique, mais je raconte surtout l'amour d'une sœur à son frère. Et je pense que cette histoire, et comme l'a souligné le public et le jury lui-même, que c'est une histoire universelle. Donc, je pense que ça a été vraiment très, très bien reçu. Il y avait aussi le consul général, monsieur l'ambassadeur, et ils étaient présents. Et donc, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de projeter ce film et de montrer ce film à un public très, très varié. Bien sûr, on va voir défiler au fur et à mesure des photos. Hein. Je me suis permise de prendre quelques photos, n'est-ce pas comme d'habitude? Tu me diras, je me permets. Avec plaisir. Je les sélectionne, les photos. Mais bon, là, je cache un prix. J'adore le prix. C'est pour ça que je l'ai caché, parce que je trouve qu'il est très beau. Ouais. Pas grand, non, mais qui collecte tout ce qui est petit et mignon. Et en plus, il est lourd. Oui, c'est du vrai marbre, très lourd le prix. La spécialité, c'est du vrai marbre. On va le mettre sur la table, voilà, comme ça on va bien voir. Il est lourd, hein? Waouh, oui, c'est ça. C'est ça, ah ouais, c'est très bien. Il est très joli, franchement, félicitations. On le voit, waouh, c'est magnifique. Tu connais pas qui a fait cette œuvre C'est un artiste de là-bas, de Montréal. Et en fait, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, la façon de présenter l'Africain, c'est de montrer les directions à peu près de chaque grande activité. D'accord. Donc, franchement, ça a je n'ai pas cherché plus, mais j'ai demandé une petite explication. Et... En tout cas, il est très beau, très lourd. Indomana, le prix. Oui, oui, ils vendent des pièces avec cette matière là-bas, donc qui coûte super, super cher. Ah ouais, voilà. Ça se voit, parce que quand on le prend, on a l'impression qu'il est petit, mais franchement, il est très, très lourd. Et nous, on est très contents. Alors, comment s'est passé le voyage? Comment ça s'est passé? On t'a contacté? Raconte-moi un peu. Oui, le festival. Comment s'est passé déjà ta participation à ce festival? Alors, je m'étais inscrite bien sûr à travers le site du festival, comme tout le monde. Comme tout le monde. Après, et donc bien après, j'ai su qu'il y avait quand même un Algérien, Reda Amrani, qui avait sélectionné plusieurs prix, et j'avais appelé pour lui demander est-ce qu'il y avait une forte beaucoup d'inscriptions et tout ça. Et donc, avec Reda, qui vraiment aussi soutient la communauté algérienne, donc on est resté avec le suivi. Après, j'ai su qu'ils avaient jumelé le court et le moyen métrage. D'accord. J'avais peur. Moi, il m'avait dit que le film était super beau. Je le dis qu'il m'a caloré. Bah oui, voilà. C'est clair. Il n'y a pas que lui qui l'a dit. Hein. Voilà, je suis fière du film, on va dire. J'étais un petit peu pas très rassurée après. Je me suis dit, donc il y aura beaucoup de films dans cette sélection du coup, parce que c'est jumelé, les deux, le court et le moyen. Ouais. Et on est resté le suivi jusqu'à ce que je reçois un mail avant que Reda me dise quoi que ce soit. De toute façon, on ne s'était pas parlé depuis un moment. J'ai reçu un mail me confirmant la sélection officielle du film dans la catégorie moyen métrage. Et voilà, donc j'étais vraiment contente. Un stress le voyage. Et le voyage déjà. Alors là, il y a le voyage, voilà, c'était compliqué parce que en fait, j'ai déposé le dossier.
On a le temps, j'ai déposé le dossier de demande de visa, j'ai reçu un refus. Avec toutes les pièces justificatives, normalement, l'invitation, j'ai reçu un refus. Je n'étais pas seule à avoir ce refus. Mais comme moi, je ne cède pas facilement. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait un recours. J'ai fait un recours sur le coup, sur 2 mails différents. Et donc, un des deux m'a été donné à travers un ami. Et donc, tout de suite, j'ai fait le recours et tout ça. Et dans ma famille, s'est passé quand même un drame. On a perdu ma belle-sœur. Ah, Donc la femme à mon frère qui avait accouché d'un bébé, un garçon. Voilà. Allah yarhamha, notre chère Amel. Et puis donc moi j'avais un petit peu laissé tomber cette histoire. Je regardais plus les emails, le téléphone et tout ça. Et juste 2 jours avant la date, l'ouverture du festival, le 3, j'ai reçu un mail me disant, j'ai reçu un appel téléphonique me disant il faut se présenter à l'ambassade parce que votre visa est prêt. D'accord. Et ils me disent le visa est prêt et tout ça. Et donc j'ai couru avec mon passeport, j'ai eu mon visa et tout. J'étais restée un petit peu dans le flou vu les conditions dans ma famille. Je voulais pas laisser mon frère, ses petites filles et tout. Mais la veille, salat istikhara. 14h30, à 17h, mon frère il a acheté le billet. Le lendemain à 10h j'étais dans l'avion. Et 10 jours après je suis revenue avec mon prix, alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Voilà, comme quoi quand on veut. On peut, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'on en a parlé du film Tayara Safra, puisque vous étiez venu, on a fait la promo du film, on a parlé de l'histoire, comment vous voyez les choses, comment vous avez posé plein de questions. Mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas encore vu, certainement, peut-être. On vous donne l'envie d'aller le voir, la prochaine projection, pourquoi pas, avec cette bande-annonce du film Tayara Safra, pour que vous ayez une idée du film qui a obtenu donc ce prix-là. Il s'agit de votre frère, Mustapha. سليمان وليدي هو اللي قال لي. قول لي تعيش كيفاش مات؟ لو كان يشوفك يدير فيك حالة. من اللي مات يما وبابا راهو يرقد في الصالون. Saleté de vermine, allez à genoux. نضالكم في سبيل الوطن. يا الله ربي راح يمشوا راح يمشوا يا رب. Voilà. Alors, tu disais, Hadja? Je disais, je suis fière, c'est mon deuxième après le festival méditerranéen de Annaba où j'ai remporté la Gazelle d'or prix du public. Et comme on dit, jamais 203, donc voilà. Certainement un troisième que tu viendras nous présenter, bien évidemment. Alors, on va voir quand même quelques photos parce que c'est vrai qu'il y a une très très belle ambiance, entourée d'Algériens, entourée de ton public. Je crois que tu as même co-animé avec d'autres réalisateurs. C'était quoi un panel, j'étais pas prévue dans ce panel, mais bon, j'étais fière après la projection du film et tout. J'ai eu la demande de la direction du festival pour participer au panel et tout, pour parler en fait de nos films, des choix techniques, artistiques et tout ça. J'étais très très fière de participer à ça. Et on te voyait, on te voit par exemple ici avec toujours le drapeau. Oui, c'est une amie algérienne que j'ai connue là-bas, que j'ai rencontrée là-bas. Le drapeau, oui, j'en suis fière, c'est normal. Pour moi, l'Algérie est toujours représentée avec mon cœur, mais aussi... Et même la tenue traditionnelle, Kerako, n'est-ce pas? Là, je crois que c'est avec... c'est monsieur l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Voilà, ça c'est le panel. C'est ce que je disais, le panel, donc c'était sympa? Oui, c'était très très bien, une expérience très enrichissante avec les réalisateurs. Donc, ils avaient tous les deux, la fille avait un long et un court métrage, et aussi le jeune, il a eu un prix, je sais dans quelle catégorie, donc il aussi était présent. Et
Et c'est pas leur premier film, les deux, mais voilà, moi c'était le premier film. Là, c'est Ah. notre magnifique équipe algérienne. Et un Donc, il y a- petit coucou on peut revenir sur la photo, s'il te plaît, Soraya, c'est très important. Un petit coucou à notre collègue, il était avec nous. à Youssef Canal Algérie. Rejdal, il est excellent, Youssef. Il Oui. s'est occupé aussi de la partie soirée algérienne parce qu'il y avait des soirées thématiques et c'était de loin la meilleure. Tout le monde C'est vrai. était super Ah, Youssef, content voilà. avec des tenues traditionnelles, des drapeaux, de la bouffe algérienne. Voilà, on voit une franchement. très très belle. Amina c'est la- voilà. Kasten, Reda Amrani, la grande dame sur ma gauche, donc c'est une dame qui fait là-bas des recettes et tout ça, mais elle a fait de la promo. Derrière, il y a Wassim qui est excellent Voilà. et un petit bout du visage de Imen. Donc c'est un échantillon de cette communauté oui, algérienne, qu'elle soit solidaire, d'Algérie, de Montréal, lors de ce genre de manifestations, ils sont toujours là. Toujours là, la ouais, force. ouais. L'union En fait la force, en n'est-ce force, pas? ouais. Alors Hadjer, après ces prix-là, donc tu as parlé du prix de Annaba, ce prix donc Vue d'Afrique. La dernière fois, tu avais annoncé que tu étais sur un projet, etc. Moi, j'aimerais savoir à quand le long métrage? Parce que tu avais dit que ton prochain objectif, c'était de faire Oui, un long le long métrage, de métrage. réaliser un long métrage. Pour être honnête, il est déjà écrit, il est déjà déposé, donc on attend les commissions de lecture, Inch'Allah, voilà, pourvu qu'il séduira le comité de sélection, enfin de lecture. Et On rappelle aussi voilà, pour ceux donc, qui n'étaient pas là avec nous la dernière fois, qui n'ont pas suivi le débat. Est-ce que ça va tourner autour de l'histoire encore une fois ou est-ce que tu vas sur autre chose? En fait, c'est l'histoire de l'Algérie, mais c'est pas le côté guerre, mais le côté identitaire, culturel. Moi, j'aime bien promouvoir et puis mettre en avant ce côté-là de notre histoire de l'Algérie. Donc, tu vas devenir spécialiste, donc? Pas forcément, mais là pour le moment, donc j'ai ça, j'ai d'autres projets, mais j'ai préféré commencer par déposer celui-là. Voilà, Série. donc coécrit toujours avec Karim Khadim. Mais... Vous faites un beau duo. Oui. Formez un beau duo. Depuis qu'on s'est connus par rapport à l'écriture avec Jafar Qassem sur le feuilleton Mawa'id Ma'al Qadar. Et donc, il est en France, je suis ici, mais on collabore par Internet, Aujourd'hui, Zoom, nouvelles technologies tous les vous permettent de moyens. Voilà. Donc, De tout faire. Vous êtes resté combien? Alors du coup, c'est vous, du coup, c'est tu. Je reviens au tu. On me dit à chaque fois, on se tutoie sur le plateau télé, c'est ce qu'on me dit, les présentateurs, pour mettre les gens à l'aise. Oui, moi, j'aime pas trop tutoyer. On me dit, il faut tutoyer Anna. Qui dit, Ardoni, on se dit tu, Yahi. D'accord, mais en général, je vous vois aussi. Moi aussi, mais bon, c'est difficile avec toi. Alors, Hadjer, tu es resté combien de temps finalement à Montréal? À Montréal, c'était quand même 11 jours. Quand même. Je suis partie le 2, l'ouverture était pour le 3. La clôture, donc, c'était quand là 3, 10, 11, 11 jours en tout, voilà, quand même. 11 jours, ouais. C'était assez long. Assez long. Et j'ai regardé beaucoup de films. Donc, je n'ai raté aucun entre les cours, les moyens, le film documentaire. J'ai vraiment saisi l'occasion pour, en fait, voir tout ce qui se passe dans l'Afrique surtout. Et c'était vraiment enrichissant. Il y avait quand même 35 pays, 85 films. Voilà, donc même un nombre assez conséquent. Ah oui, il y avait de très belles rencontres. Il y avait 2 présidents de festival. Le film est déjà sélectionné dans notre festival. Bon, on va pas les citer, on va attendre les... Non, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que le film va participer dans d'autres festivals prochainement? Oui. Il y a enfin, je sais pas si je peux les citer. Comme ils n'ont pas encore déclaré, il n'y a pas eu de conférence de presse. Donc voilà, j'attends les conférences de presse, mais Inch'Allah, il va y avoir des sorties. Prochainement? Prochain pour juin, déjà, Inch'Allah, pour l'Italie. Inch'Allah. En juin. Waouh, ça c'est une très bonne nouvelle. Déjà, que tu nous dises l'Italie, parce que ça permettra aussi à ce film de voyager. Bien sûr. En fait, c'est ce que cherche aussi un réalisateur. Lorsqu'il réalise une œuvre, il veut que son film voyage. C'est vraiment mon rêve, Lilia, de pouvoir montrer ce film un peu partout dans le monde. C'est vraiment ça. En fait, et puis gagner des prix, c'est clair, c'est normal. C'est humain. C'est humain. On dit qu'on ne veut pas avoir des prix. Non, ça c'est clair. Mais c'est aussi permettre aux gens de découvrir cette partie de l'histoire vue avec le regard de Hadjer Sbata. Oui, je pense, voilà. Et je pense pourquoi ça marque aussi pour le film, c'est le côté humain que raconte le film. En fait, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est le contexte de guerre, de la révolution, mais aussi cet amour de la sœur à son frère et puis ce choix difficile entre, c'est-à-dire choisir le pays ou le frère pour se venger. Donc c'est vraiment une histoire qui a marqué les esprits et les présents dans les salles à chaque fois. Donc,
Voilà. J'imagine que toute l'équipe du film aussi est contente. Oui, oui, oui. Ils Les sont comédiens, contents. les techniciens. Tous parce qu'ils se sont donnés à fond pour ce projet. Il faut savoir que sans l'aide de toute cette équipe technique et artistique, j'aurais pas pu aboutir, je pense, à cette qualité technique et artistique parce que ça demande beaucoup d'argent et j'ai dû négocier avec tout le monde et ils ont été tellement compréhensifs et ils ont adhéré à ce projet. J'ai dit, on a fait avec ce film avec du cœur, pas qu'avec de l'argent, des moyens. Vraiment. Wallah, ils ont été à fond avec moi. Je les remercie à chaque fois sur tous les plateaux. Je commence toujours par le DOP Ahmed Talantikit, l'excellent. L'image était très, très saluée. D'ailleurs, j'ai eu un rapport du jury que je vais rendre public. Ils m'ont permis de... Il est excellent. De le dévoiler. De dévoiler, oui. Ils m'ont autorisé parce qu'ils me l'ont envoyé. Et donc, vraiment, je suis fière du travail qu'on a pu réaliser tous ensemble. Alors, le jury, c'était des réalisateurs C'était des présidents de festival, réalisateurs. C'est-à-dire, oui, c'est des professionnels du métier, voilà. Très bien. Ouais. Donc, finalement, des connaisseurs, quoi. Oui, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Un festival. Parce que en fait, il y avait plusieurs jurys, il n'y avait pas un seul. C'est-à-dire les longs métrages et la fiction, un jury spécial. Il y avait plusieurs catégories, mais il y avait un jury spécial fiction. Voilà. Et donc, c'est celui-là qui a décerné le prix. Toi-même, tu as été dans ce mood-là. Tu n'as jamais été jury Pas encore. Membre du jury. Je le serai bientôt dans un truc que je ne le dis pas encore parce que comme il... Elle veut rien dire. Elle trop bientôt. Oui, je le ferai bientôt, je sais. Elle m'a fait une réunion et tout, mais j'attends que ce soit c'est bien. Officialisé. Tu as raison. Tu attends que ce soit officiel pour pouvoir venir. Là, ça nous fait une raison pour que tu reviennes nous voir. Voilà. Voilà. Avec une bonne nouvelle, à chaque fois, tu reviens. Donc voilà, l'actualité finalement de Hajar Sabata, elle s'est donnée à fond pour ce film. On a vu le film, il a été projeté dans plusieurs wilayas. Ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres projections prochainement? Oui, prochainement. D'ailleurs, je serai je vais être à Sétif, Inch'Allah, le 8 et le 9. Je suis invitée d'honneur. Il y a le film documentaire. Le 8 mai, pour le 8 mai. Oui. Après, à Meliana, donc le 9 et le 10, je vais donner une masterclass. Il y aura la projection de mon film aussi. Et là, prochainement, le 30 avril, je participe à un séminaire sur le cinéma et tout ça à Rélisane. Wow. Ça, c'est pour le 30. Ça, c'est juste pour les deux prochains mois, enfin le prochain mois, quoi. Actualité très chargée, donc on demande à ce que Hajar Sabata soit présente. Franchement, ça m'en a, oui. Je suis comment dirais-je, sollicitée et c'est une reconnaissance pour moi et ça me fait vraiment plaisir et je le fais aussi de bon cœur. Donc, voilà. Et on n'oublie pas aussi que les études aussi, hein. Oui, je suis là, oui, justement, l'encadreur, on s'est parlé ce matin, il m'a dit Hajara, tu travailles un peu sur le mémoire et tout ça. Et là, il faut vraiment que je sois prête pour la soutenance en juin pour mon master 2 et donc, comme je l'ai dit, spécialité critique cinématographique et audiovisuelle. Toi, tu vas critiquer maintenant les autres, les œuvres des autres. C'est ça. Maintenant, on fera appel à toi pour critiquer une œuvre. Oui. Et donc, tu seras membre de plusieurs jurys. Pour faire un mode d'autocritique, donc pour essayer de aussi m'approfondir moi-même et puis certainement participer par rapport aux autres, Inch'Allah. En tout cas, franchement, bravo à Hajar Sabata. C'est elle représente bien la femme algérienne, la réussite. C'est un échantillon de tout ce que peut représenter une femme algérienne, chacun dans son domaine. Elle est dans le domaine du cinéma. Et franchement, bravo, tu es un exemple et j'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants qui te l'ont dit aujourd'hui. Oui. Tes étudiants. Oui, justement, ils voulaient qu'on se voit, qu'on prenne des photos avec le trophée. Et ça me fait tellement plaisir donc de le faire et de le rendre visite. Et, voilà, ce joli trophée qu'on va voir. Pour la dernière fois, permets-moi juste de le prendre parce que عجبني ثقيل وشباب هايل ولا كي حطيته نسلفه لك ليليا خليه سمعنا لا نخاف en face de moi sur la petite commode en bas de la télé à côté de la gazelle de Annaba. En attendant le troisième. Voilà. Inch'Allah. Voilà donc le prix obtenu par Hajar Sabata lors du festival Vue d'Afrique, un festival international qui a eu lieu donc à Montréal. Elle vient tout juste de rentrer et elle nous a fait l'honneur de le ramener et venir nous parler de ce prix. On te souhaite un 3e, un 4e, un 5e, un 6e et plein d'autres prix parce que tu le mérites, tu es une bosseuse et tu honores le cinéma et la femme algérienne, bien évidemment. Merci. Voilà, merci encore une fois. Je l'offre à toutes Jamilat El Jazair. À chaque fois. Bravo, toutes les Jamilat El Jazair. Voilà. D'où à chaque fois je parle de
En fait, la sémiologie du nom de Jamila dans mon film, je dis à chaque fois que c'est pour Jamila Bouhir Allah يطول عمرها المجاهدة, Jamila Boubacha المجاهدة الله يطول عمرها, Jamila Bouazza Allah يرحمها, et puis ma propre maman qui s'appelle Jamila, qui elle aussi essayait de se sauver sous les bombardements de l'avion jaune, la mienne aussi, les hauteurs des montagnes de Sétif. Votre maman s'appelle Jamila. Oui, bah, bravo. Et je l'embrasse d'ailleurs. Vraiment, j'embrasse maman aussi. C'est vraiment à toutes Jamila El Jazair. Voilà, je dédie ce travail, ce trophée. Eh ben, merci beaucoup Hajar, et je suis sûre que ça leur fera vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, que vous pensiez à elle à travers ce film et peut-être d'autres films. On l'attend le prochain. Inch'Allah. Très bien. Merci Hajar Sebata, encore une fois, félicitations et bravo, vous honorez l'Algérie. Allez, tout de suite une petite pause musicale qui va aller dans le Chabi, je pense, puisque c'est le fils d'Ahmed Harachi, Kamal Harachi, qu'on retrouve tout de suite en duo avec Mariam Lazali. On y va. أشداني نعاندو أشداني نخلطو أشداني نقربو هذاك الغدار يخسر فيا بحيلته خسرة بالنقصان أشداني نعاندو أشداني نخلطو أشداني نقربو هذاك الغدار يخسر فيا بحيلته خسرة بالنقصان وغدرني بعد ما عشرته كل يوم يجيب لي قصية عاد يتبدل ما عقلته كي غدرني دار لي برية يحسبني غفلت ما سمعته كي نغيب يقول سر فيا كي نحضر ما يقول والو من عندي يسهل كي ما بغى ينسى ويدو ما بقى فيها مال أشداني نعندو أشداني نخلقو أشداني نقربو هذاك الغدار يخسر فيها بحيلته خسرة بالنقصان علاش غر بيا وعلاش يزيد في كلامه بغضني واستغل بيا وانا صابر في خصامه ما دار لي خير لا مزيه وحلمت ما ندوق شي طعامه صيبو في الصباح والعشيه كل خطرة يزيد في فعاله ميلانو شعلة قوية أشداني نعشلو خلاني حيران أشداني نعاندو أشداني نخلطو أشداني نقربو هذاك الهتار يخسر فيا بحيلته خسرة بالنقصان وجفاني بعد ما قصدته هادي سبة ولا بلية زاد خدمني نهار صبته معلم غير الكريم بيا علاش قهرني وانا شكرته وكلتلو الملح بيديا سلفتلو قال ما نسلو كل مرة نزيد له هدية ما بغاش يقر فيه ذاك الخير والإحسان أشداني نعاندو أشداني نخلطو. Voilà, donc une reprise, mais bon, moi je pense qu'il n'y a pas mieux que l'original. Moi je suis du genre à adorer les versions originales. Après, bon, c'est bien de faire des reprises, c'est ça.
c'est ça, la nouvelle génération qui fait des reprises. Mais nous, on adore bien sûr l'original de Dahmal Harachi. Allah yarhamou. Allez, tout de suite, nous allons terminer terminer l'émission. Mais il reste une demi-heure quand même. C'est-à-dire la dernière ligne droite avec deux femmes. Et quelles femmes? Alors, l'œil du psy, vous êtes habitué à cette chronique tous les lundis avec Ledmia Mbarak. Aujourd'hui, vous n'êtes pas passé avec Hassan Chemachi, vous avez un invité. Vous aussi, vous avez une invitée à côté de vous, avec laquelle vous avez fait connaissance dans les coulisses, n'est-ce pas? Ledmia Mbarak est avec nous aujourd'hui et elle nous parlera de l'éducation. Alors, plus exactement des violences éducatives ordinaires. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas aujourd'hui, le thème, j'arrive pas à l'apprendre. Alors, la violence éducative ordinaire. Il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Et juste à côté de vous, alors, elle, il faut que je l'invite au moins une fois par an. C'est pas possible de ne pas l'inviter parce qu'elle vient, nous parle de sa passion, de sport, de toute l'importance du sport. Elle pratique, c'est-à-dire elle ne fait pas que parler, elle en parle, mais elle en pratique également. Saïda Younsi est avec nous, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, je me prépare. C'est ça, à chaque fois qu'elle vient, elle se prépare pour un événement. Ouais. Et cette fois-ci, on aura plusieurs, parce que Alger va vivre au rythme du sport, n'est-ce pas? Il y a le festival d'Alger des sports, donc le 1er, le 2 et le 3 mai, ce sera bien chargé en activités sportives. Et donc notre association va organiser le 1er mai au Sablette, l'aquathlon. C'est la 2e édition, on l'organise en collaboration avec la Ligue de triathlon, la Ligue algéroise de triathlon. Et voilà, on espère avoir beaucoup de monde et que les gens viennent découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et je me suis mise à parler dès que vous avez appuyé sur le bouton. Vous avez commencé, continuez. Je ne peux pas vous interrompre, Saïda, c'est pas possible. Donc on laissera, on va dire, allez, le meilleur pour la fin. Et puis on boit ses paroles. Donc moi, je suis accrochée, suspendue à ce qu'elle dit. C'est vrai. Ça me va. Non, mais on va y revenir. Déjà, l'aquathlon, c'est quoi l'aquathlon? Aquathlon, donc c'est en rapport avec l'eau et la mer, j'imagine. L'eau, donc natation et course à pied. C'est l'enchaînement des deux. Disons que c'est un dérivé du triathlon. Le triathlon, lui, c'est 3 disciplines. Natation, vélo, course à pied. Là, on zappe le vélo et on fait juste natation, course à pied. Ça permet à beaucoup plus de monde, peut-être, de participer, entre autres ceux qui n'ont pas de vélo. Donc, il suffit de savoir nager. De tenir le coup quand même, parce qu'il y aura une boucle de 1000 mètres. Et ça y est, c'est reparti. Vous avez encore appuyé sur le bouton. Non, mais allez-y, c'est bon. Maintenant, on est dans le sujet, donc on va en parler. Donc, l'aquathlon. Donc, natation, course à pied. Il y aura une boucle, enfin pas une boucle, mais 2 boucles, totalisant 1000 mètres de natation à la marina aux Sablettes. D'accord. Donc, ça, c'est pas cette affiche. Non, c'est l'autre. Celle-là, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt celle-là. L'aquathlon, donc, aux Sablettes, le 1er mai. C'est à l'occasion de la journée des travailleurs. Et c'est inclus dans le festival d'Alger des sports, qui durera 3 jours. Donc. 1er, 2 et 3. Là, on verra tout à l'heure l'autre affiche. Donc, aux Sablettes, ça va comme. Alors ça commencera à 14h. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu bizarre. Je dirais bizarre parce que 14h, il fait chaud. Je ne sais pas, j'espère qu'il fera chaud, en tout cas pas comme ces jours-ci. Non, mais je veux dire, ça tape, le soleil, il tape à 14h, donc... bon, c'est pas désagréable, et c'est dans l'eau, donc c'est pas très désagréable. Et la partie course à pied, c'est 5 km, donc c'est aussi gérable. Vous commencez par l'eau ou par la course à pied? Oui, par l'eau. D'accord. Toutes les épreuves de triathlon ou aquathlon commencent par la partie natation. C'est comme ça que ça se fait. D'accord. Et comment ça se passe au niveau de... Quelle eau? L'eau des Sablettes? Oui, l'eau des Sablettes, il y a une marina qui est bien parce que c'est protégé, même s'il y a du vent ou des vagues. Là-bas, c'est toujours calme. Donc, c'est bien. Et donc, ça s'organisera. Il y aura 2 boucles. Ça nous permet donc de faire la première boucle. Les gens ressortent sur le sable et retournent dans l'eau une seconde fois pour totaliser les 1000 mètres. D'accord. C'est plus facile à gérer plutôt qu'une distance d'1 kilomètre d'une traite. Et jusque-là, vous savez combien il y a de participants? Alors pour l'instant, on est à un peu plus de 50 participants, donc il y a encore des places. C'est pas beaucoup, 50? Non, c'est pas beaucoup. Je m'attendais à beaucoup plus. Peut-être que c'est pas encore médiatisé, peut-être que les gens ne savent pas qu'il y aura un événement pareil qui va se passer. Donc nous, déjà, on commence à faire la promotion, et puis ensuite, j'espère que mes collègues aussi feront la promotion, parce que c'est quand même un événement important en matière de sport et de bien-être. J'espère, mais comme c'est inclus dans le festival des sports, je pense que
cette organisation n'a pas encore affiché tout son programme. Donc effectivement, les gens veulent tout faire. En même temps. En même temps. Par exemple, moi, une fois que moi j'organise l'aquathlon, je ne vais pas y participer puisque c'est notre association qui le... Ça ne va pas vous manquer, vous qui avez l'habitude de participer? Si, ça va me manquer, mais comme il y a 3 jours de sport, donc je vais vous allez vous rattraper après sur autre chose. Juste après l'aquathlon, j'irai à côté faire la backyard que j'ai déjà fait au mois de... Ah, et ben ça me fait rappeler que même Khaled Ben Issa va y participer cette année. Oui, je pense. Oui, j'ai vu, parce qu'il est en train de s'entraîner, il a même posté sur ses réseaux sociaux, donc vous allez le rencontrer. Voilà, mais bon, au lieu de commencer à 13 h, moi je commencerai quand on aura terminé l'aquathlon, puisque c'est pratiquement en même temps. Vous allez tous les rattraper, bien sûr. Non, non, parce qu'il y a un principe particulier à la backyard. Et le lendemain, donc le 2 mai, je vais participer au duathlon, le championnat d'Algérie de duathlon. Et le 3 mai, il y a un triathlon XS qui se passera aussi aux Sablettes. Là, je serai arbitre. Comme ça, j'aurai tout fait. Waouh, alors elle fait tout. Je vous l'avais dit, Madame Saïda Younsi, c'est juste une petite pépite comme on en rencontre rarement. Elle fait tout, hein, arbitrage, course, organisation. Quand on peut, oui, c'est un plaisir. Hein. Moi, je trouve que c'est un plaisir de participer. Et c'est aussi un plaisir d'organiser pour les autres, d'essayer de les encourager, de les motiver. Et justement, depuis le temps que vous faites ça, vous êtes dans l'organisation, que vous courez, que vous participez au triathlon, aquathlon et d'autres disciplines. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de gens, de personnes qui viennent vous arrivez à les attirer vers ces disciplines sportives? Oui. Mais ce que je disais tout à l'heure à l'Edmia, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Ouais. Donc même quand, par exemple, au triathlon, quand on regarde les jeunes catégories, il y a des petites filles, c'est magnifique de les voir. Ça grandit un peu et puis après elles s'arrêtent. Ouais. Alors bon, je ne sais pas la cause, mais il n'y a pas assez de femmes. Mais malgré tout, depuis 2 ans, j'ai réussi à drainer avec moi une femme. Quand même. Oui. Mais une, c'est pas. Mais alors là, c'est pas suffisant. Pas du tout. Ouais, pas suffisant. Oh là là. Et pourtant, là, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour le triathlon. Il y en a à Oran, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a dans le sud, à Tarit. Ouais. Il y en a à Alger. Bon. Donc voilà, les femmes qui veulent participer, allez-y, c'est l'occasion ou jamais, n'est-ce pas? Exactement. Pendant ces 3 jours, de pouvoir non seulement faire du sport et vous amuser, rencontrer des gens, n'est-ce pas? Je disais, oui. Ouais, c'est l'occasion de rencontrer plein de monde, de tous bords, des jeunes, des moins jeunes, et puis de voir comment les autres s'organisent pour s'entraîner, parce que bon, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner avant, hein. Donc j'imagine que vous êtes bien préparés là pour. Oui. Disons que... Mais vous vous entraînez régulièrement. C'est ça, voilà. C'est la régularité qui fait que ça va, c'est facile. Là, par exemple, le week-end dernier, toujours dans le cadre du triathlon, je suis allée à Sétif, on a fait un duathlon, un cross-duathlon. D'accord. C'était dur, mais c'était magnifique. Dans une forêt que je ne connaissais pas. À Sétif? À Sétif, oui. Ça vous permet aussi d'être en contact avec la nature. L'Edmia, elle aime ça. Par contre, l'Edmia, je t'ai jamais posé la question de... Est-ce que tu fais du sport? Tu pratiques, mis à part le yoga et le Moonsfloor? Non, je ne fais pas de sport d'endurance ou de course, mais elle m'a convaincue tout à l'heure. On a échangé les coordonnées. Donc vous en avez 2 maintenant. Pas tout de suite. Lilia. 2. Moi, ça risque pas. J'espère, mais bon, un jour peut-être. Pas maintenant. 2 peut-être, oui. La deuxième, l'Edmia. Oui. Parce que finalement, vous aimez vous aussi. Là, avec Madame Saïda Younsi, je ne pense pas qu'elle va attendre Hatel Amel. Elle va vraiment te motiver. Non, mais c'est bien parce que tu parlais, toi qui nous parles souvent de la santé mentale, du bien-être, tu as même parlé du sport et de l'importance du sport, n'est-ce pas, en rapport avec la santé mentale. Donc le sport. Oui. Et vous qui êtes médecin aussi, il faut rappeler que vous êtes médecin. Oui. Donc vous savez de quoi vous parlez et ce que vous faites. Ah oui, et puis bon, ce que je disais à l'Edmia, pour moi maintenant, le sport passe juste après le travail. Bon, le travail c'est nécessaire, mais juste après c'est ça. Ouais. Tout le reste c'est secondaire. Et c'est important parce que bon, quand même, comme me dit tout le monde, j'ai une certaine longévité depuis que je pratique et bon, j'espère pouvoir continuer encore.
Mais bien sûr, Allah Ibarak, Inch'Allah, bien évidemment, tant que vous sentez bien, vous allez continuer à faire du sport. On a vu des personnes. Moi, une fois, j'étais sortie avec, en tournage d'ailleurs, avec la réalisatrice Soraya Hamoudi, et on est parti aux Sablettes, on devait enregistrer quelque chose, et on a rencontré un homme d'un certain âge, mais je vous assure, hein, il était en forme, hein, il faisait de la course à pied, je sais pas, il devait avoir 80, même un peu plus. Et il était très très bien, très très en forme. C'est ça. Donc comme quoi, il suffit de... Je pense qu'il faut s'entraîner régulièrement. Régulièrement, Il ne faut voilà. pas s'arrêter. Non, c'est la régularité. D'ailleurs, dans notre association, on a plusieurs personnes, surtout des hommes, puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes, qui frôlent les 80 ans, ou qui en ont même un peu plus. Et bon, c'est magnifique. Et puis après, quand ils ne peuvent pas vraiment courir parce qu'ils ont des petits bobos, eh ben, il y a la randonnée, c'est ce que j'ai proposé. C'est ça, randonnée ou la marche à pied, la marche tout doucement. Non, pas doucement. Non, pas doucement. Là. Ah, la marche rapide. Oui. Ah, d'accord. Mais la marche doucement aussi, c'est une forme de sport, non? Oui, mais... Faire, je ne sais pas moi, 2 km ou 1 km de marche. Balade. Ah non, vous rigolez là. Ah, c'est pas beaucoup. Moi, je pensais que c'était beaucoup. 1 km 2, pour moi, c'est énorme. Combien de kilomètres? Vous pouvez parler d'avoir marché à partir de 10 quand même. Oula, c'est ça. C'est comme ça quand on dit je vais faire de la marche, on fait le boulevard Tahta ou là, je sais pas. C'est une balade, ça. Oui. C'est une balade. C'est de la marche quand même, non? C'est de la marche quand même, c'est mieux que rien. Mais quand les médecins, par exemple, vous allez chez le cardio, ils vous disent qu'il faut faire tous les jours 30 minutes de marche. Ou... Ah oui, 30 minutes. 30 minutes, vous avancez si vous faites une marche active. Je ne fais pas 10 km, madame. Non. En 1 heure, vous allez faire 6 km. Ah, quand même. Bah oui. Donc ça va. Ah oui. 6 km, je suis dans la moyenne. Oui. Très bien. Alors, on continuera à parler de cela. C'est tellement intéressant d'en parler avec elle parce que c'est une passionnée et c'est ça, elle nous transmet l'amour du sport. Même si, bien sûr, elle nous transmet que l'amour, mais pas encore la pratique. Ludmilla, on va passer bien sûr à l'œil du psy avec Ludmilla Mbarak qui aujourd'hui, elle s'intéresse à un sujet quand même... Oui, assez compliqué. Sensible et oui, assez difficile. C'est moins gai que le sport, mais c'est nécessaire de l'aborder. Donc, violence éducative ordinaire. Ici, chaque mot a son importance et je vais détailler. Alors, d'abord, j'ai compris ce que c'est violence éducative, et encore peut-être pas très bien. Mais qu'est-ce que vient faire ordinaire dans tout ça? Je vais du coup détailler. Donc déjà, dans violence, il y a plusieurs types de violences. Nous avons les violences physiques, les violences psychologiques et les violences verbales. Donc c'est tout ça qui déjà... dans les violences physiques, nous avons, c'est assez classique, la gifle, la fessée, tirer les cheveux, frapper la ceinture, la fameuse claquette, je la mets aussi dedans. Les violences psychologiques, on a tout ce qui est chantage, menaces, harcèlement, manipulation, tout à fait. Voilà, tout ça, c'est la pression, tout ça, c'est quand même de la violence psychologique. Et dans la violence verbale, tout ce qui est insultes, gros mots, cris, humiliation, là, ça peut être verbal et psychologique. Donc ça, c'est violence. Éducative, ce sont donc ces violences-là qui sont donc pratiquées dans un but éducatif. Donc là, je parle des parents. Donc là, c'est ce que j'allais dire. Vous parlez des parents. Pour le moment, là, je parle des parents, mais ça peut être aussi à l'école. Hein. On a aussi des enseignants. J'ai eu des enfants qui ont été victimes de ce genre de forme d'éducation. Je mets des guillemets parce que c'est pas de l'éducation. Donc éducatif, c'est dans un but éducatif. Donc c'est pour éduquer les enfants. On pense que les humilier, leur crier dessus, les taper, ça va les aider. C'est pour leur bien. Ordinaire, parce que c'est banalisé. C'est l'air de rien. Oh, c'est juste une fessée, c'est juste une claque. Bon, allez, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est totalement banalisé. Voilà. Maintenant, je comprends. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans plusieurs pays, pas tous les pays du monde malheureusement, mais certains pays, c'est interdit par la loi maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était important aussi d'en parler, parce que c'est quand même une période là d'examen, de composition, et ces violences-là sont très exacerbées pendant cette période-là, parce que les parents sont derrière les enfants, il faut étudier, donc c'est beaucoup de pression et beaucoup de stress. Donc, et des fois, ils ne se contrôlent plus.
C'est ça. Ils perdent le contrôle. Les parents, oui, oui, tout à fait. Donc, alors, loin de moi, déjà dès le départ, je vais poser ça, l'idée de culpabiliser les parents parce que souvent ils sont d'abord mal informés, deuxièmement ils reproduisent tout naturellement ce qu'ils ont vécu et voilà, ça part d'une bonne intention, même si ça n'excuse pas tout, mais enfin voilà, on peut essayer de comprendre, on va dire, le contexte. Donc l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais d'informer. Beaucoup font ça par ignorance. Donc, en voulant bien faire, qu'on va menacer l'enfant, on va l'humilier, on va, même en comparant avec le petit frère et son le camarade grand frère. aussi. Mais déjà à l'école, pour moi, le fait de mettre la moins bonne moyenne, la meilleure moyenne, la moyenne de la classe, donc déjà, l'enfant, il est mis en compétition, en concurrence, et je trouve que ça ne crée pas un climat de bienveillance déjà entre les élèves et dans la classe. Il y a des pays qui mettent jamais la note. Tout à fait. Ni note, ni évaluation. C'est ça. Pourquoi ? Parce que eux, ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'effort qui est accompli. C'est ça. Plus que sur le résultat. Ici, on est encore à chercher quasiment uniquement le résultat. Tout en cherchant les lacunes, bien sûr. Oui. Il y a derrière tout ça. D'ailleurs, on va beaucoup plus pointer les lacunes que les forces. Donc, c'est ça aussi qui n'aide pas l'enfant à avoir confiance en lui. Donc, je reviens sur ces violences éducatives qui ont l'air de rien, mais qui ont des conséquences délétères sur, d'abord, le plan cognitif. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant sur qui on va crier pour qu'il fasse ses devoirs, ou vous savez, le hafada, je ne sais pas comment on dit, oui, la apprendre, récitation. Non, apprendre. Apprendre, réciter, etc. On lui crie dessus. Et, il ne va pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau? Et là, il y a le médecin qui est à côté. Donc, ça va, disons, stimuler son amygdale, le circuit de la peur, du stress, et du coup, ça va bloquer ses apprentissages. C'est ça. Le cerveau d'un enfant n'est pas développé, n'est pas mature avant 25 ans. Déjà, ça, il faut le savoir. Et oui, bon. donc quand on demande, déjà, on pense que avant, vous voyez, très souvent, on dit « Ah, il me provoque ». Il a 3 ans, il ne sait pas ce que c'est que la provocation. Il n'est pas suffisamment mature pour ça. Et ouais. Donc, il me provoque, je lui dis non et il y va quand même. Mais il n'est pas capable de raisonner, de réfléchir. Son cerveau n'est pas mature suffisamment pour ça. C'est vrai. Voilà. Et donc, quand on crie, quand on humilie ou on frappe, qu'est-ce qui se passe? Ça va toucher déjà le cortex préfrontal qui, lui, c'est grâce à ça qu'on va raisonner, qu'on va réguler ses émotions, qu'on va planifier. Et donc, cette partie du cerveau-là, elle va être touchée. Donc, il y a l'autre partie qui est l'hippocampe, donc qui est concernée par, donc on a la mémorisation, par exemple la concentration, mais qui va être aussi stoppée. C'est-à-dire que c'est pas possible de lutter pour sa survie et en même temps de raisonner, de réfléchir, de réguler ses émotions. C'est pas possible. Donc l'enfant, quand il a un coup de cortisol, et surtout quand c'est répété, donc ça devient chronique, les conséquences d'abord sur les neurones est catastrophique, sur le développement du cerveau. Ça, c'est que le côté cognitif. Sur le plan même de la confiance, de l'estime. Ah oui, il va perdre confiance. Tout à fait. Comme on dit en arabe, ah mais complètement. Oui. Complètement. Ça va faire que des dégâts. Oui, et donc il y a 2 périodes charnières pour le développement du cerveau. Ça va être la petite enfance et aussi l'adolescence. Donc là, ce sont 2 périodes où les émotions sont exacerbées chez l'enfant. Il y a une espèce d'hypersensibilité un petit peu accrue par rapport à un adulte. Un adulte de 30 ans sur lequel vous criez, déjà c'est pas bien. Oui, déjà, mais il assimilera mieux, voilà. C'est-à-dire il l'acceptera mieux. En fait, c'est même pas ça. Il n'y aura pas autant de conséquences sur son cerveau parce que les enfants sont en développement. Le cerveau, il est beaucoup plus fragile et sensible parce qu'il est en pleine maturation. Et donc, ça casse ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des adultes plus tard, d'abord qui vont normaliser ce genre de comportement. Donc soit eux-mêmes vont trouver normal de maltraiter, de frapper, d'humilier, de crier, ou
bien d'être maltraités. Ils vont trouver ça normal. Vous savez, des fois, je vois des petites interviews micro-trottoirs, l'amour, la jalousie. Et combien de femmes, oui, il est un peu violent, mais il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. C'est un autre débat. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ça. Mais c'est lié. C'est lié. Je parie tout ce que vous voulez que dans son enfance, pour elle, celui qui aime a le droit de frapper. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Donc on grandit avec ça. D'ailleurs, on va dire, je prends l'exemple d'un homme qui va frapper sa femme. D'ailleurs, il y a un lien direct avec les violences conjugales, ça je le dis tout net. C'est pas la seule raison, mais quand même. Ça fait partie. Ça fait partie des raisons majeures. Donc il va, lui, par amour, puisque lui, son père ou sa mère l'aimait et le frappait, donc c'est ça l'amour. Donc je frappe, soit ma femme, soit mes enfants, ou bien j'humilie, ou bien... Là, je ne parle pas des violences, si vous voulez, extrêmes. Là, je parle vraiment de celles ordinaires qui touchent 85% des enfants dans le monde. Donc ça touche la majorité. Je ne parle pas des violences vraiment extrêmes et oui, là on ne parle pas de violence conjugale, on ne parle pas de... Non. Je parle vraiment de ce qui a l'air de rien, qui a l'air ordinaire. Ce que nous voyons comme étant rien du tout. Exact. Qui ne laisse pas de traces à l'extérieur. Voilà, tout à fait. Ce sont des violences silencieuses. D'ailleurs, voilà, donc c'est pour ça qu'elle se perpétue. Et elle se répète. Elle se répète. Et donc moi j'entends souvent alors la phrase oui, moi j'ai pris des claques quand j'étais petit. Ça va pas lui faire de mal. Ça va quoi, je suis pas, je m'en sors bien. Bon ben non, et c'est pas non plus parce que il y a eu cette capacité peut-être de résilience, parce qu'il y a quand même une malléabilité du cerveau et on peut s'adapter, que ça veut pas dire qu'on peut être mieux dans des conditions où il y a plus de bienveillance, de compréhension et où on est à l'écoute de nos besoins. Oui, mais c'est ça le problème aussi, Ledmia, si vous permettez, c'est qu'aujourd'hui, on écoute. J'ai l'impression que de nos jours, en 2025, on n'écoute pas assez, on n'est pas assez à l'écoute, que ce soit, je parle des parents, ils travaillent, ils n'ont pas le temps. La vie va trop vite, pas le temps. Donc on n'a pas cette capacité à se réunir, discuter. Donc chacun fait ce qu'il a à faire. Ensuite ça crie de partout. Le temps passe très vite, donc il faut faire à manger, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que c'est ça aussi. Il y a de ça, mais ça prend pas plus de temps. Parfois on accorde 5 minutes à un enfant, 5 minutes de qualité. Et ça pour lui c'est énorme. Déjà, ça veut dire qu'il a de l'importance, ça veut dire qu'on lui accorde de la considération. Tu es suffisamment important pour que je prenne ce temps-là avec toi, mais lui, il va se gonfler avec ça. Et ouais, donc, en fait, quand vous me dites on n'a pas le temps, les gens passent des heures à scroller sur leur téléphone. Donc, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas le temps. Non, j'ai dit on n'a pas le temps, j'ai pas dit qu'on... On ne prend pas le temps, voilà. C'est pas la même chose. On gère notre temps comme il faut aussi. Voilà, donc après, c'est une question de priorité, c'est une question de volonté et de choix. À un moment, je dis voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui ne fonctionne pas. À vous de décider, mais vous ne pourrez pas dire je ne sais pas. Et les dégâts que ça fera plus tard sur leurs enfants, je peux dire que ça va leur faire perdre beaucoup plus de temps et d'énergie. Autant investir, mettre le bon terreau dès le départ, pour ensuite être... et encore, on n'est jamais vraiment à l'abri de n'importe quoi, mais déjà donner les bonnes bases qui sont à notre portée, quoi, en fait. Voilà. Donc, alors, c'est un message... Si vous avez justement un dernier mot pour clore votre chronique... Allez, pas faire la morale, mais un message à faire passer aux familles. Déjà, pour les familles, c'est bien de comprendre que c'est bien de développer de l'empathie. Les enfants, ils n'écoutent pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Donc, demander à un enfant d'arrêter de crier en criant, ça n'a aucun sens. Déjà, donc c'est donner l'exemple, prendre le temps de discuter avec l'enfant, de savoir ce dont il a besoin. Très souvent, lui, il ne sait pas gérer ses émotions et en fait, il a un besoin derrière son émotion. Il n'est pas là pour vous pourrir la vie en réalité, votre enfant. C'est ça. C'est pas son but.
Hein, lui, il veut juste vivre sa Voilà, vie. comme et une qu'on image pareille, cette photo, elle veut tout dire. Oh là là, Bah voilà, c'est tout à fait ça. c'est ça. Et oui. C'est que l'enfant, ensuite, il se En fait, il va se renferme, recroqueviller. il va se... C'est ça. Il y a deux possibilités. Il y en a, mais majeures. Soit il va s'isoler et donc se renfermer, Soit il va crier. soit il va devenir agressif Et il va et crier. violent. Donc, d'ailleurs, très souvent, on me ramène des enfants parce qu'ils ont des comportements agressifs à l'école. Quand j'essaye de comprendre comment ça se passe à la maison, bon, ben, 99% des cas, des fois, c'est les parents qui sont violents, mais ils ne se rendent pas compte parce que pour eux, leur violence à eux, elle est légitime. Ouais, Et voilà, donc ils s'en rendent même pas compte. Voilà, bah, j'espère que ceux qui nous regardent, en tout cas, auront compris, ou peut-être qu'ils connaissent des personnes, ils vont transmettre. Nous, on est là, en tout cas, vous êtes là pour leur ouvrir les yeux. Oui, mais l'idée, ça serait vraiment, ce qui serait magnifique, ça serait de sensibiliser les personnels de l'éducation, de l'enseignement, les médecins, les pédiatres. C'est tout ce monde-là qui doit être un travail collectif. C'est un travail collectif. Tout le monde doit savoir qu'est-ce qui se passe, comment se développe le cerveau d'un enfant, quelles sont les bonnes pratiques, histoire d'aller c'est-à-dire, les parents font beaucoup d'efforts pour leurs enfants. Je le vois là. C'est-à-dire qu'on n'est plus de moins en moins dans le schéma classique traditionnel d'avant, qui ne fonctionne plus vraiment. Et du coup, il faut juste orienter dans la bonne direction. Et en fait, non seulement on va voir des changements d'un point de vue individuel, mais sociétal. Très bien. Voilà. Ah bah, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Oui. Merci de nous avoir expliqué. Rappelez-moi l'intitulé de... Violence éducative ordinaire. Avec nous, quand on parlera de ça, je saurai de quoi il s'agit. VEO. Voilà. Bah oui, très bien. Eh ben merci Ludmilla. En tout cas, on en apprend à chaque fois avec elle, en plus d'une manière très douce et subtile. Donc franchement, bravo. Merci pour tout Lilia. ce que vous nous apportez chaque lundi. Alors, je reviens vers vous avant la fin de l'émission. Saïda Younsi, on rappelle donc les événements. Rappelez-moi déjà l'événement principal, on va dire. Les 3 jours de Alger est en fête. C'est un festival des sports. Donc organisé à Alger, sur différents sites d'ailleurs. C'est pour ça que... Il y a un site à Ben Aknoun dans le parc. Dans le parc de Ben Aknoun. Voilà, parce que voilà, je ne vais pas le dire, je dirai la semaine prochaine, vous saurez pourquoi j'ai dit ça. Très bien, on a un collègue qui va participer à Ben Aknoun. Lui, il m'a dit qu'il serait à Ben Aknoun. D'accord, il va faire le trail des mouflons. Exactement. Voilà. Tout à Donc fait. il y a tout un programme en fait. Puis, il est en train de s'entraîner en ce moment, tous les jours. C'est bien, il a intérêt. Voilà. Parce que je crois que ça monte, ça descend. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit hier. Et c'est en pleine nature. Voilà. Voilà, c'est aussi un site magnifique. Et donc nous, on sera aux Sablettes. Le 1er mai, donc c'est la fête des travailleurs. Dans ce cadre du festival, donc on organise l'aquathlon qui se déroulera l'après-midi à partir de 14h. Donc il y a encore des places pour les gens qui sont intéressés. Sur notre page Facebook, on peut trouver la dire, ça. La nommer Iceback. Iceback. Oui. Voilà, comme c'est écrit ici. Voilà, c'est bien noté. Voilà. Iceback 2025 pour cette édition Aquathlon. Donc allez-y, ça donne envie. Déjà rien que l'affiche, ça donne vraiment envie. J'imagine ceux qui seront sur la roue, ils vont bien vous regarder. Ouais, ils vous regarderont de la roue ou pas? Ils auront beaucoup de choses à regarder. Ça va bien bouger donc, le 1er mai. Oui, et ce sera le site des Sablettes. C'est quel jour déjà le 1er mai? C'est un jeudi. Ah, c'est un jeudi, ça va. C'est pour ça que c'est bien, parce que c'est 3 jours, jeudi. C'est un week-end prolongé. Voilà. Donc ce sera jeudi, vendredi et samedi. Donc vous avez les sites ou pas? Vous les avez en tête ou pas? Non, le Festival des sports. Oui, après il faudra inviter des invités. Je pense que mes collègues vont le faire. Voilà. Pour inviter des gens qui parleront du Festival des sports. Mais nous, ce qui nous intéresse déjà, pourquoi je vous ai invité déjà pour vous? Ce que vous représentez et pour l'événement auquel vous allez participer. Alors, vous ne participerez pas, je le rappelle, à l'aquathlon, puisque vous êtes membre de l'organisation, mais vous participerez donc le 2, le lendemain. Le 2, c'est le duathlon au même endroit. Donc, le duathlon, c'est course à pied et vélo, mais qui s'enchaîne course à pied, vélo, course à pied. Waouh! Donc, bon, c'est aussi très, très ludique, hein, je trouve. Ludique et physique. Ah, physique, bon, c'est certain. Ouais, pour elle, c'est rien physique, c'est rien du tout. Non, c'est normal. C'est normal. Très bien. Et le 3 mai, donc je serai arbitre et il y aura un triathlon, donc vraiment courte distance. C'est vraiment pour la découverte. Toujours aux Sablettes? Toujours aux Sablettes. Donc les 3 jours, vous serez aux Sablettes? Aux Sablettes. Très bien. Donc il y aura natation, 375 mètres, 10 km de vélo sur place là-bas et 2,5 km de course à pied.
Et ça, c'est la Ligue de triathlon qui l'organise. Qui l'organise, très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Madame Saïda Younsi, Merci, de nous Lydia. avoir apporté ces bonnes nouvelles. On rappelle donc les événements. Alger va vivre au rythme des sports. Le 1er, le 2 et le 3 mai, un petit peu partout sur plusieurs sites. On sait que déjà, il y a le site de Ben Aknoul, la forêt, n'est-ce pas? Oui. Il y a Sablette, et là, on en a parlé aujourd'hui longuement avec Saïda Younsi, qui sera le 1er, le 2 et le 3 pour l'aquathlon, le biathlon. Duathlon. Moi j'ai dit duathlon et le troisième c'est Triathlon. Triathlon. Ouais. Très bien. Donc on voit l'affiche pour la dernière fois, elle donne vraiment envie. Tu vas y aller, Ludmilla? Je vais peut-être passer faire un tour. Au moins pour avoir une idée. Oui, oui, bien hein? sûr. On ira? Oui. Ouais, Oui, oui. jeudi ou vendredi? Samedi? Bah, déjà jeudi. Plutôt jeudi. Allez, jeudi. Ah oui, allez. On va voir comment ça va se passer. Ça marche. N'est-ce pas? Et ça te donnera l'envie. Merci à vous deux, mesdames, d'avoir été avec nous Lydia. aujourd'hui. Ludmilla, on la retrouve lundi prochain. Et puis Saïda Younsi, pourquoi pas, juste après, pour nous dire comment ça s'est passé, avec des images, des photos, n'est-ce Oui. pas? Et on Très viendra vous voir sur place. Merci. Merci et bon courage. Vous Merci. avez du boulot qui vous attend. Mais elle le fait avec le sourire surtout. C'est pour ça qu'elle continue à faire du sport. Elle a trouvé l'astuce. Merci beaucoup en tout cas, Madame Younsi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est la fin de l'émission. J'espère qu'elle aura été à votre goût. En tout cas, elle était très riche. Et nous, on a eu vraiment, on a pris plaisir à vous la préparer. Alors, l'équipe, c'était Soraya Hamoudi qui était à la technique. Qu'est-ce que je raconte? À la réalisation, c'est la même chose, la technique aussi. Et puis, elle a... Qu'est-ce qu'on me dit à la régie? Je n'ai pas entendu. Siam Maafa au script, Anna. Il y avait qui? Mahrez, Shrifa et Samir, bien sûr. Et Shiraz. Voilà. Merci à vous tous. À dimanche et lundi prochain. Et n'oubliez pas, souriez. Vous êtes sur Canal. Au revoir. Thank you.